Salut Steph. Ça fait plaisir de te revoir et plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation pour partager ton expérience de l'agrégation. Avant de te laisser te présenter, je voulais dire quelques mots. C'était vraiment une expérience assez hors du commun de te coacher parce que, parce que alors ça m'a demandé beaucoup de travail. Mais parce que j'avais une très très bonne élève. Non, en fait, le truc, c'est que, bon, tu vas sûrement le dire dans ta présentation, mais tu as été sportif de haut niveau. Et du coup, bah, quand tu m'as contacté pour te faire coacher, je me disais, bah, elle doit déjà avoir un mental d'acier. Donc, où est l'intérêt, voilà, où est l'intérêt de faire appel à moi? Et effectivement, tu avais déjà un mental d'acier, mais ce qui est génial, c'est que tu avais déjà cette capacité à recevoir des conseils, à les appliquer aussitôt et à te les approprier et à réfléchir et à re-réfléchir et à faire des ajouts, les fameux ajouts et les PS de Steph. Donc voilà, en fait, c'était autant une découverte pour moi parce que voilà, en fait, moi, j'y crois déjà au parallèle qu'il peut y avoir entre le sport de haut niveau et l'agrégation qui est quand même un concours de haute voltige. Donc pour moi, ça faisait aucun doute, mais je me disais, elle doit déjà avoir vraiment beaucoup de compétences et je ne savais pas si j'arriverais à t'apporter quelque chose en plus. Et bah, tu vas nous raconter. Mais en tout cas, ce qui est bien, voilà, c'est que ça imprime très vite et ça répond très vite quand on a déjà ces références-là. Et voilà, c'était super intéressant de travailler avec toi. Et puis, je suis contente que tu puisses voilà, revenir un peu sur ton parcours, dire comment t'es venue l'idée, ce que tu en as fait, qu'est-ce que tu en as retiré. Donc, je te laisse la parole. Bah, déjà, c'est moi qui te remercie parce que au fur et à mesure, je voyais les témoignages et donc je me disais, ah, si un jour je pouvais passer de l'autre côté, donc c'est super. Mais je te remercie aussi pour le coaching à l'année et puis je vais répondre au fur et à mesure. Alors, je vais commencer par me présenter peut-être Oui. simplement. En fait, je suis Stéphanie, je suis professeure de français en collège. J'enseigne également la prise de parole en public, l'éloquence à destination des collégiens, de jeunes adultes, des doctorants, des enseignants, puisque je suis aussi formatrice académique dans l'académie de Grenoble. Mm. Alors, peut-être les parcours à agrégation aussi, non? Ouais. Bon, on va enchaîner là-dessus. Alors, en fait, et comme ça, je répondrai à ta question, qu'est-ce que tu as pu m'apporter? Alors, moi, c'était mon quatrième passage à l'agrégation, puisque j'ai commencé en 2018, 2019, ensuite 2019-2020. J'ai fait une pause de 4 ans pour me consacrer un peu à la formation d'une manière générale, avec beaucoup de tutorat. J'ai écrit également 2 mémoires sur l'oralité et puis j'ai validé mon CAFA, donc le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique en 2024. Et dans cette lignée, je me suis réinscrite à l'agrégation 2024-2025 et ensuite 2025-2026 où j'ai fait appel à Marie cette fois-ci. Pourquoi? Parce que tout simplement, effectivement, j'ai un gros mental, c'est ma force, mais c'était surtout en fait pour arriver à planifier mon travail. Voilà, j'avais besoin de planification, j'avais besoin de hiérarchisation au niveau des tâches, et en cela, tu m'as beaucoup appris puisque en fait, dans les différents passages de l'agrégation, enfin 4 fois, et justement, quand on est sportif, quand on loupe, quand on ne réussit pas, eh bien, on change de stratégie, on change d'entraînement, on est dans des phases de réflexivité. Et moi, c'est ce qui a été mon cas, en fait, en 2025, quand je ne l'ai pas eu. J'ai toujours pas eu en 2026, mais j'ai été admissible. Et j'aurai l'occasion aussi de pouvoir échanger là-dessus, ce que ça a fait. Mais ce qui a profondément changé dans tous mes passages, il y a 2 choses. La première chose, c'est que en 2025, quand je ne l'ai pas, je m'écroule parce que forcément, il y a beaucoup d'efforts. Je vis aussi dans un contexte marqué par le handicap puisque je suis maman aidante de 2 enfants en situation de handicap. Et donc, je décide de pouvoir lire Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, ce qui m'apporte énormément, d'aller aux oraux en tant qu'auditrice libre, de faire un petit journal de bord, de tout noter, les croquis des salles, de l'entrée du lycée, absolument tout. Et quand je reviens des oraux, un mois plus tard, ben, j'apprends que je suis promue
chevalier de l'Ordre national du mérite, eu égard à tous mes travaux, en fait, faits avec les élèves, des projets portés pour l'académie, qu'ils soient académiques ou nationaux. Et à ce moment-là, c'est vraiment un tournant pour moi parce que je me dis, on vient récompenser, alors que je ne savais même pas que ça existait, un cheminement. Un cheminement sur mon travail, sur ma carrière. Et à ce moment-là, je me dis, si tu veux avoir tes chances, eh ben, pense l'agrégation 2026 comme un cheminement et pas comme un résultat. Et à ce moment-là, dans ma tête, il s'est passé quelque chose et je me suis dit, toi, la sportive qui a tes objectifs, qui est une femme de challenge, tu vas plus penser en termes de cheminement que de résultats. Parce que le cheminement, il t'apporte aussi des réussites que tu ne vois pas forcément si tu penses résultat. Et moi, des réussites, j'en ai eu plusieurs, je pourrais vraiment en citer, mais c'était vraiment ça qui a fait changer et qui a fait que je sois admissible et que je vive cette admissibilité comme une admission, mais vraiment dans ma chair, quoi. Ouais, je voudrais juste répondre à peut-être une question des auditeurs. En ce qui concerne, dans quel domaine tu étais sportive de haut niveau? C'est vrai, ça n'a rien à voir, mais c'était dans le lancer de marteau. C'est important quand même de faire Oui, connaître cette discipline. alors oui, oui, j'ai eu cette chance de pouvoir être en équipe de France jeune au lancer de marteau. Donc voilà, de pouvoir être au Krebs de Boulouris, de pouvoir être externe aussi à l'INSEP. Et en fait, c'est cette expertise du sport de haut niveau qui est fondamentale en fait quand j'enseigne aussi le français. Il y a une telle transversalité entre les compétences de l'EPS et le français, mais une transversalité aussi que j'ai su appliquer entre le passage à l'agrégation. Hein, très clairement, j'ai fait un schéma de jeu, un schéma d'entraînement. Tout était calculé comme une sportive. Ouais. Et quand tu dis en fait la différence entre la première année où tu l'as préparée toute seule et la deuxième année, enfin 2024, 2025, 2025, 2026, en fait ce qui te manquait c'était, tu avais déjà une énorme capacité de travail, mais le travail n'était pas optimisé parce qu'il n'était pas hiérarchisé. Donc qu'est-ce que tu as changé par exemple, enfin, si tu peux trouver un petit exemple dans ton planning, qu'est-ce que tu as changé ou qu'est-ce qui t'a vraiment fait un déclic en termes de ça, justement, quand tu parlais de prioriser, qu'est-ce que tu as pris, enfin, comment tu as fait? Alors déjà, oui, effectivement, comme tu le soulignes, je suis une ergophile, c'est-à-dire j'ai appris ce mot-là. Hein. Je le lance pas par hasard, mais il m'a marqué. C'est quelqu'un qui a une grosse capacité de travail. Je peux effectivement travailler jusqu'à 14 heures par jour. Ça me dérange pas. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à travailler moins. Alors, tout est relatif, le moins chez moi, parce que je travaillais aussi en parallèle, mais entre, on va dire, 6 à 9 heures par jour, mais surtout mieux. Alors, des exemples, c'est que j'ai appris à me dire, là où je suis, par exemple, beaucoup plus disposée et disponible dans mon esprit, c'est le matin. Donc, il y a des choses, des tâches assez complexes et à fort impact que je mettais le matin. Là où généralement je n'avais qu'une demi-heure parce que j'avais une demi-heure de trou, voilà, j'avais des élèves des quatrièmes et hop, je basculais au cinquième, j'avais une demi-heure, je mettais de la grammaire. Et en fait, j'étais toujours en mouvement et j'ai appris à développer vraiment une stratégie. J'étais stratège et si bien que au moment où tout le monde commençait peut-être à paniquer, et ben moi, je décélérais mon mouvement. Tout était calculé. C'est-à-dire que même la mémoire, alors ça, il m'est arrivé aussi quelque chose en 2025 qui m'a traumatisé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu un blackout. Un blackout sur Coltès, je composais et je ne me souvenais plus de rien. Et pendant 2 heures et demie, je me disais, mais c'est pas possible. Et je décortiquais le sujet, plus rien ne me venait. Et j'ai saturé ma mémoire au dernier moment. Et en fait, je me suis dit, plus jamais je veux ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai commencé à apprendre, mais dès le mois de juillet, dès le mois d'août, un petit peu, des petites citations, des petites choses comme ça. Et à chaque fois que j'avais un devoir, eh ben, j'apprenais en amont. J'ai fait vraiment un effort sur le long terme et c'est vraiment ce qui a payé même au niveau des œuvres. Voilà, j'étais vraiment dans une maîtrise de ce que je ne voulais plus avoir. Donc j'ai priorisé et j'ai pris soin de ma mémoire aussi, avec des phases de repos quand il le fallait, parce que j'ai bien compris que le repos faisait aussi pleinement partie eh bien de cette préparation, comme dans le sport. Ouais, c'est clair. Alors, je voudrais juste préciser,
truc que ça a effrayé, si c'est 9 heures de travail, c'est que tu étais à 50%. Euh, N'est-ce pas? Tu avais pris un 50%. Oui, tout à fait. Ben, j'avais pris effectivement un 50% et puis la configuration de mon travail marquée par le handicap faisait que effectivement je pouvais me permettre une plus grosse amplitude de travail tout en restant à la maison et veiller aux soins de mes enfants. Ouais. Donc ça, voilà, parce que des fois, quand on entend des gens parler, on retient qu'un chiffre, alors qu'il faut voir évidemment la globalité. Exactement ça. En fait, faut pas retenir les chiffres. Moi, j'ai parlé parce que c'est mon cas et c'est personnel, tout à fait personnel. Ouais, Mais je suis totalement, enfin, je suis convaincue que même si on a 4 heures de travail, pour peu qu'il soit efficace, moi, je visais l'efficacité. Donc, en fait, et je suis même arrivée à un point où j'ai vraiment décéléré. Par exemple, pendant la phase des écrits, où j'allais donc composer comme tout le monde. Peut-être que là, on doit mettre le booster. Ben non, moi, j'ai décéléré et je suis arrivée en bossant un minimum de 1 heure et demie par jour. hmm, Avant, enfin, les 2 dernières semaines, mais parce que j'avais fait le gros du travail avant. ouais, Donc, avec un travail, enfin, un entraînement aussi assez poussé, quoi. Mais vraiment, c'était ciblé et le travail, il faut qu'il soit plus efficace que quantitatif. ouais. C'est vrai que tu étais très douée pour utiliser chaque petit, enfin vraiment planifier au millimètre tes moments de révision. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Et bah, ce conseil, je sais qu'il n'est pas applicable pour tout le monde, donc je vais quand même le donner. L'idéal, c'est vraiment de planifier suffisamment en amont pour ne pas avoir à sprinter devant les écrits, là, pour pas que les écrits, ça soit le sprint final. Non, en fait, il faut vraiment décélérer à la fin, donc avoir fait un travail en amont, petit à petit, pour pouvoir arriver reposé. Et même si possible, ne pas travailler les 2 jours qui précèdent les écrits. Alors, je sais que c'est pas toujours possible, que voilà, on peut avoir des imprévus, mais justement, ça m'est arrivé dans l'année d'avoir quelqu'un, je ne sais plus qui a été malade la semaine qui précédait. Du coup, ces 2 jours qu'elle avait gardés, parce que je lui avais dit de les garder en réserve, bah, ça lui a servi à rattraper le fait qu'elle ne pouvait pas prévoir qu'elle serait malade, qu'elle a eu la grippe. Ah oui, je sais qui c'est. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est super important le planning, mais à plusieurs échelles. Il y a à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, le planning de Gantt. Donc ça, c'est vraiment bien et tu t'es vraiment emparé et tu as maîtrisé cet outil. Alors, je sais que tu avais peur que ça te le refasse, le blackout. Comment tu as fait pour arrêter d'avoir peur? Euh, comment j'ai fait? En fait, j'ai eu des mantras qui m'ont suivi à l'année. Donc, le premier, c'est si tu as de la discipline, plus rien ne t'arrêtera. Donc, c'est tiré d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Ne cède jamais de David Goggins. C'est l'histoire d'un Navy SEAL voilà, qui remonte au fur et à mesure des étapes. Mais ce terme de discipline, il m'a tenu parce que on pouvait dire que j'étais disciplinée dans le sens où j'avais des objectifs très clairs, même en termes de mémorisation. Et en fait, au fur et à mesure, c'est venu enlever cette peur que je pouvais avoir. Et un deuxième mantra qui était avec ma binôme, c'était la réussite est inévitable. Et en fait, mais derrière ce mot réussite, c'était pas forcément le concours en lui-même. Bien sûr, je visais l'admission, mais j'ai eu des belles réussites en fait qui m'ont fait comprendre que je pouvais, j'avais plus peur en fait. Parmi lesquelles, alors il y en a deux qui me viennent en tête de façon spontanée. La première où j'aurais pu avoir peur, c'est que une semaine avant les oraux, j'ai fait une leçon sur les femmes dans Pantagruel avec une spécialiste. Michel Clément. J'aurais pu avoir peur parce que je me suis dit spécialiste, etc. Mais je me suis dit, voilà, t'y vas et puis voilà, elle va te conseiller au mieux et ça va être très bien. Et les échanges étaient mais vraiment très très productifs. Donc ça faisait partie d'une réussite. Et puis la deuxième, ça a été quand j'ai eu 18 sur 20 en composition française sur Jacques Roubaud. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Voilà, ça ne m'est pas arrivé le jour J non plus. Mais il n'empêche qu'il s'est passé quelque chose au fur et à mesure de ces petites réussites qu'on n'aurait pas forcément en tête parce qu'on vise le résultat.
Ben moi, ça a fait l'effet inverse et je me suis dit, bah, la mémoire, tu vas l'entraîner. C'est un muscle, tu l'entraînes au même titre que les autres. Ouais, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas qui n'osent pas rendre des devoirs ou passer d'école, encore pire, parce qu'ils ont peur de décevoir le prof ou ils ont peur de la mauvaise note ou que le prof pense que leur copie est nulle. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Euh, alors moi, je dirais que il faut oser déjà d'une part, et puis on n'est jamais aussi mauvais juge que par soi-même, j'ai envie de dire. Et donc, si on n'ose pas, on ne saura pas. Et donc, encore une fois, ce qui compte, et c'est ce que je disais, même quand j'ai eu 18, ou quand j'avais 12, ou quand j'avais 9, et que je plafonnais à 9, 9, 9, je me disais, c'est pas possible. Mais après, je me disais, seul le jour J, les résultats comptent. Parce que c'est vrai, c'est comme dans une compétition, je l'ai déjà vécu, on s'entraîne des mois, parfois des années pour des championnats, et au final, eh ben, on arrive aussi sur des compétitions, on est moins en forme et c'est pas grave parce qu'en fait, on a osé. Et puis, quand on ose, on rectifie le geste. Moi, j'ai pris le pari de rectifier là où j'étais la plus faible. J'ai travaillé mes points faibles, mais comme une malade, même si à la fin, c'est pas passé, mais ce n'est pas grave. Je sais que j'ai appris beaucoup de choses, j'aurai l'occasion de pouvoir le dire, mais vraiment oser, quoi. On ose et puis après on passe à une autre étape et puis une autre et puis se faire un carnet. Moi, je faisais systématiquement un carnet. J'analysais dans ma copie comme une malade mes points faibles, mes points forts, les pistes d'amélioration. Et c'est ce que je dis souvent à mes élèves. Quand on a plusieurs erreurs, ben on est chanceux parce que on prend plusieurs informations. Et moi, je l'avais pris comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Quand on a plusieurs erreurs, on prend plusieurs Oui, informations. Ouais, une c'est erreur, bien. une information. Deux erreurs, deux informations. Donc, plus vous faites d'erreurs, C'est bien. plus vous avez des infos. C'est le côté positif. Ah, j'aurais essayé ta formule. Ok. Alors, on passe au chapitre suivant. Donc, tu as passé les écrits, voilà, tu as continué sans te retourner, c'est-à-dire que bah, une fois que c'est lancé et tu n'as pas fait cette erreur de t'arrêter de travailler entre les deux parce que tu penses que tu n'as pas réussi ou ceci ou cela. Et donc, tu es allée passer les oraux, assez confiante. Et là, ça s'est bien passé pourtant. Et malgré tout, tu n'as pas eu des notes suffisantes pour avoir l'agrégation. Donc, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Alors, déjà, il faut savoir que quand j'ai passé les écrits, je me suis pris une semaine de break, ce qui est, je veux dire, chez moi, rarissime, mais je savais, en fait, je savais que, elle était nécessaire. Et surtout, je t'ai envoyé un petit message, souviens-toi bien, pour te dire que je me refaisais mes copies et qu'il fallait que je dise à quelqu'un de mon entourage de me cacher mes brouillons. Donc, du coup, on a caché mes brouillons. Et en fait, après, je me suis pas arrêtée parce qu'effectivement, tu as repris une métaphore sportive et tu m'as dit très clairement, mais Stéphanie, c'est comme dans le sport. Quand tu es dans une course, tu vas pas te retourner. Et donc ça m'a marqué. J'ai avancé. J'ai avancé, voilà, parce que chaque jour, c'était un petit pas en plus. Et chaque jour, même si j'étais fatiguée, je faisais des choses. Puis je suis arrivée, oui, effectivement, aux oraux, où j'étais, mais très contente. C'était vraiment, je me souviens, alors les oraux, pour moi, c'était le stade d'athlétisme. J'allais faire ma compète, j'avais mes oreillettes, j'arrivais avec mon sac, etc. Mais vraiment, la guerrière, la warrior. Et puis, je tremblais simplement pour le tirage des sujets. Voilà, quand on me donnait l'enveloppe, c'était ce moment-là où je me disais, et puis après, j'ouvrais l'enveloppe et je disais, ok, bon, bah ça va le faire. Mais jusqu'au bout, en fait, j'y ai cru. Et puis à un moment donné, bah, c'est juste un concours. Et en fait, un concours, bah, j'ai pas été dans les meilleurs, tout simplement. Et il faut se l'avouer. J'ai manqué. Alors même si effectivement, on a une prestation qui est orale, on a quand même une part écrite. Et en fait, je dirais avec le recul que j'ai pas eu le bon équilibre parce qu'on nous demande d'avoir une connaissance des œuvres quasi parfaite. Donc là-dessus, j'avais énormément travaillé parce que quand j'étais auditrice libre, je me suis dit c'est sur ça qu'il faut que tu travailles. Je suis arrivée aux écrits, j'avais déjà une très très grosse connaissance des œuvres. Je fermais les yeux et je récitais acte par acte ou encore chapitre par chapitre. Mais alors le pendant de ça, c'est qu'à un moment donné, il faut voir les choses beaucoup plus simplement.
Et quand j'ai vu les sujets, au lieu de partir simplement, eh ben, j'étais tout de suite dans une sorte de spécialisation, etc., et qui m'a perdu. J'aurais dû être plus simple, j'aurais dû revenir au fur et à mesure à des choses basiques pour être plus clair. Et voilà, j'ai pas été suffisamment claire, mes brouillons n'étaient pas, alors comment dirais-je, assez simples, tout simplement, pour pouvoir prétendre à une notation. En fait, c'est le juste équilibre entre je connais les œuvres. Alors, quand on m'interrogeait à l'oral, par exemple, sur tel point de l'œuvre, ben, ça allait puisque je la maîtrisais. Mais par contre, ça part d'une base écrite et elle n'était pas assez chevillée et pas assez simple, en fait. Il faut Mm. viser aussi la simplicité et du propos, avoir un propos qui soit didactique, puisque de toute façon, on fait un métier de transmission et de partage. Et là, ça a été mon tort. Je me suis dit à tort, ben, je vais partir peut-être plus fort, plus vite, et ben non, ça m'a perdu. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas triste de tout ça. J'ai beaucoup appris, même aux oraux, j'avais le smile parce que on se rend pas compte de l'arrière-coulisse, voilà, même si j'étais à mi-temps d'une maman aidante, qui se lève très tôt. Moi, je me levais des fractions de travail à 3 heures du matin, hein. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Donc, c'est quand même des choses assez coûteuses en énergie. Et j'étais fière de me dire, OK, j'ai fait cette expérience des oraux au moins une fois dans ma vie. Et après, ben, ça s'est pas arrêté là, mais ça, on pourra en reparler aussi parce qu'avec Steph, c'est jamais fini. Il y a toujours un petit joker. Mais Il y a voilà. toujours la suite. Alors, la suite, raconte-nous la suite. Donc, voilà, ça t'a pas trop. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression que ça t'ait renversé comme la première fois. Au contraire, tu avais eu l'impression d'être allé jusqu'au bout de l'aventure. Et ça, c'était vraiment chouette. Et alors, première question, c'est qu'est-ce que tu en as retiré? Et deuxième question, qu'est-ce que tu as fait après? Qu'est-ce que j'ai fait? Tadam. Alors, déjà, j'ai retiré beaucoup de choses. C'est-à-dire que au niveau de l'organisation, de la planification, de la hiérarchisation, il y a des outils en fait que tu nous as donnés, dont je me sers encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand j'ai voulu repartir à la step d'avant, sans planning, sans rien, j'avais tellement de choses dans ma tête et je me disais ah c'est pas possible. Et de fait, comme je mène une pédagogie de projet, que je suis assez active, voilà, et que mon cerveau fuse assez, je me suis dit ok, on va se poser. Et on va faire comme on a appris. Donc déjà, il y avait cette priorisation au niveau du travail, pouvoir le planifier. Ensuite, une exigence intellectuelle que j'avais déjà sur le plan pédagogique, mais que j'ai renforcée et qui m'aide vraiment aujourd'hui parce que j'ai fait des propositions d'articles dans des revues littéraires qui ont été acceptées. Et donc, voilà, quand on écrit un article aussi dans une revue littéraire, il faut être exigeant. Et donc, il faut garder aussi, enfin, tous ces outils qu'on a pu m'apprendre aussi pour rédiger une composition française, eh bien, me servent aujourd'hui. Et j'essaye justement d'appliquer ce que je n'ai pas su faire aux oraux, c'est-à-dire être simple, avoir un déroulé que je fais de façon pédagogique ou qu'on fait tous avec les élèves. Mais là, j'aurais dû être plus simple. Donc ça me sert. Et au niveau de la suite, eh ben moi, en fait, je faisais partie de la deuxième vague des oraux. Et donc, le mardi, 2 jours plus tard, les résultats sont tombés. J'étais en classe. Donc, quand j'ai pas vu mon nom, voilà. Mais je me suis dit que ça allait pas s'arrêter là. En fait, c'est marrant parce que ce sont pas les résultats qui vont me dire que j'ai fini avec la grec. C'est mon, c'est mon côté tenace. Non, mais je me suis dit, en fait, que j'avais encore des choses à transmettre. C'est vraiment ça, hein. Moi, je prône les valeurs collectives. Et donc, pendant toute cette préparation, il y a une œuvre qui m'avait marquée. Donc, au départ, c'était une œuvre de concours. C'est devenu une rencontre intellectuelle, puis une rencontre plus personnelle avec l'œuvre, puisque c'était Quelque chose noir de Jacques Roubaud. Quelque chose noir, oui. Personnel, pourquoi? Parce que moi, je me suis retrouvée en fait dans la situation de Jacques Roubaud, c'est-à-dire dans ce silence inarticulé. J'ai perdu mon fiancé un 5 décembre 2012. Et donc, en fait, tous les mots, les courriers qui s'entassent, les chaises, les volets qui restent en l'état, enfin, ça me marquait profondément et la relation nouée avec Alix. Et de fait, j'ai décidé, en fait, de transformer les savoirs universitaires en savoirs didactiques et en montant un projet avec ma collègue à ESH, avec ce fil-là de l'inclusion,
que j'ai hérité avec un travail collaboratif justement de l'Institut national des jeunes sourds, avec lesquels j'ai pu travailler, les codeurs et les interprètes. Donc en fait, je suivais vraiment cette ligne mentale de me dire, je vais encore transmettre 4 versions différentes, les parents d'élèves, une version nationale avec les préconisations du ministère, académique avec les orientations du projet académique de l'Académie de Grenoble, et disciplinaire avec des apports didactiques, et en me disant, avec cette conviction de me dire, mais si quelqu'un ouvre quelque chose noir et qu'il ne comprend pas, peut-être que très modestement, le travail que j'ai mené avec mes élèves de quatrième, eh bien, pourra lui donner une porte d'entrée un petit peu inédite dans l'œuvre et le sécuriser à son tour en se disant ah oui bah ça j'ai compris ça, ah ok bah je vais plus loin. Voilà, c'était ça mon désir de transmission et de partage. C'est inspirant, hein. Et donc en fait, comment t'as... C'est toi qui es allé vers... Qu'est-ce que tu as fait comme démarche pour que ça soit publié, que ça remonte? Tu t'es adressé à qui? Alors en fait, ça va être publié à la rentrée de septembre. Je voulais que certains acteurs de la communauté éducative puissent en avoir une version papier. Donc Mhm. comme je l'ai dit, j'ai fait plusieurs versions. Alors les parents d'élèves, eux, ils ont une version un peu plus édulcorée parce que je voulais pas non plus les perdre, mais voir le déroulé, le travail de leurs élèves. Donc ça, j'ai transmis par mail, à la demande d'ailleurs de plusieurs parents d'élèves. Ensuite, j'ai envoyé au ministère, j'ai envoyé au DAZEN, au recteur, à des IPR, et j'ai envoyé aussi à l'IPR général parce qu'il était président du jury de concours, et je me suis dit, ben tiens, peut-être que ça ferait un souvenir de se dire qu'une agrégative, même si elle n'a pas été reçue au concours, eh bien tout simplement ben, a transmis ce travail aux élèves. Et donc la publication, elle paraîtra en septembre, et je ne manquerai pas de donner le lien aux collègues bah, pour qu'ils puissent tout simplement peut-être la travailler avec les élèves ou peut-être la travailler comme une porte d'entrée inédite, entre guillemets. Alors tu lui as pas dit au président du jury, c'est moi qui décide quand ça s'arrête? Non, mais alors j'ai une petite anecdote Ouais. à ce sujet, parce que c'est toujours moi. En fait, le dernier jour où je passais la comparée, j'étais tellement contente. Je suis tombée sur Joy Harjo. En plus, c'est une femme, une autrice que j'avais rencontrée à Lyon lors d'une conférence et elle m'avait dédicacé l'œuvre. Enfin bref, je sors mais contente, euphorique en me disant ouais, c'est bon. Moi, je suis toujours extrêmement positive. Je crois que c'est une de mes forces. Et donc, je tape à la porte du directoire. Mais je crois que ça ne se fait pas du tout. Mais je voulais les remercier. Et donc, il y a une dame qui sort qui était vraiment très surprise. Et donc, voilà, elle me demande en gros, ce que je fais là, mais en des termes gentils. Et je lui dis, bah, écoutez, moi, je voudrais vous remercier de l'organisation. euh, et donc, elle me regarde, elle me dit, ah, mais c'est très gentil. J'ai dit, vous et votre collègue. Et le collègue, c'était le président du jury. Je le salue. Et puis voilà, je leur souhaite vraiment de bonnes vacances. Et je dis, on croise les doigts. Bon, bah voilà, c'est Steph dans son naturel, sa spontanéité. Mais voilà, j'étais tellement contente. Et quand je suis sortie, je me dis, c'est bon. Eh ben non, c'est pas bon, mais c'est pas grave, on repart. Et voilà, c'est. Ça doit pas leur arriver très très souvent qu'on les Ah, remercie. oui, c'est mon côté spontané. Et puis, vraiment, tout ce que j'ai fait, enfin, voilà, j'ai envoyé aux différents acteurs parce que, en fait, on est dans un collège, voilà, rural. Et puis, c'était la possibilité aussi de donner une visibilité aux travaux des élèves, voir ce qui se fait, voilà, en matière aussi d'inclusion. Et c'est de la même manière que j'ai pu saluer, voilà, le président du jury que j'ai transmis en format papier parce que je trouve que voilà, ce format papier, les lettres, il y a quelque chose avec la matérialité de l'écriture. Voilà. Donc après, j'ai eu j'ai eu des retours sympathiques, hein, vraiment, en disant que c'était un travail, un bonheur à observer, on m'a souligné. Donc ça, j'étais très touchée, et un travail de qualité. Donc merci aux élèves parce que bah voilà, moi je peux bien impulser la chose, mais ils ont suivi, et merci à ma collègue AESH formidable. C'est super. Mais en fait, c'est rare de s'emparer d'une des œuvres au programme de la Greg pour la travailler avec ses élèves parce que souvent, on se dit que
il y a un décalage. En fait, souvent, on parle de ça. Oui, je suis au collège, je dois passer l'agrégation. Il y a un décalage. On a souvent peur de ça. Qu'est-ce que tu en penses du fait, voilà, que quand tu enseignes en collège et que tu dois produire des choses au niveau agrég? Alors moi, j'ai très souvent eu cette réflexion de la part de certains formateurs qui disaient, surtout dans l'épreuve de didactique, ah oui, bah au collège, va falloir se refaire la page, etc. Bon, ça c'est mon côté aussi revanchard où je disais non, mais c'est pas parce qu'on travaille au collège que non, n'importe quoi. Et donc en plus la didactique c'était mon épreuve vraiment préférée et donc de fait je m'exerçais et puis je disais toujours, voilà, en échangeant avec des agrégatifs, ils me disaient, ah oui, mais moi je suis au collège. Je dis, mais c'est pas parce que tu es au collège. Justement, au collège, il y a aussi des choses qu'on peut mettre dans une copie didactique. Alors la copie didactique, il y a la partie littéraire, mais après il y a la partie didactique. Et dans cette partie didactique, parce qu'on est au collège, on peut aussi jouer d'audace ou de créativité sur certaines séances. Moi, en tout cas, ça a toujours été une plus-value dans ma copie. C'est pas parce que justement on travaille au collège qu'on n'est pas capable de fournir des copies. Non, faut se décomplexer avec ça et se dire que on y va, quoi, tout simplement. Ouais, bon, moi je suis entièrement, tu prêches une convaincue. Moi je suis entièrement convaincue de ça, mais c'est vrai que je suis contente que tu le dises aussi parce que les collègues ont souvent du mal voilà, à s'affranchir du fait que ça n'a rien à voir, c'est deux tâches différentes. Enfin, effectivement, on va pas mettre exactement la même chose, on va pas approfondir au même niveau une œuvre en collège et à l'agrégation, c'est normal, mais de toute façon, c'est deux activités mentales différentes. Donc, il y a des liens, certes, mais l'un n'est pas... Enfin, c'est pas du tout ni rédhibitoire, ni au contraire. Je pense que pour la didactique, on doit encore plus réfléchir au collège à comment transmettre aux élèves parce que c'est moins évident. Alors que... Donc, ça demande encore plus de réflexion didactique, je trouve, dans les petites classes que dans les grandes classes. Donc, c'est pas... Voilà, c'est un raccourci En tout cas, où il faut... c'est pas incompatible, voilà, d'avoir la moyenne. On est au collège. Non, on est dans des phases de réflexivité. On est dans des chemins de pensée qui sont peut-être différents, mais le Mm, résultat est le même. On a un corpus. Si on a sa méthode, on sait où aller. Et puis après, voilà, sur le plan littéraire, ça c'est tout à fait subjectif par rapport aux connaissances qu'on détient, etc. Donc non, je pense qu'il faut être vraiment décomplexé avec ça et se dire qu'on a toutes nos chances. Encore heureux, hein, parce qu'on travail ou non au collège. Enfin, je veux dire, ça doit pas être un obstacle, justement. Et pas, et ça pourrait faire partie d'un obstacle ou d'une peur qu'il faudrait justement travailler dessus. Mais la régularité des entraînements que les agrégatifs vont faire font qu'ils vont aussi se perfectionner dans l'exigence de l'exercice, etc. Et donc, les barrières, elles vont être levées. De toute façon, au début du processus de la préparation, je pense très certainement qu'on a plusieurs barrières et au fur et à mesure, ça fait partie des réussites. Hein. Faut pas les dénigrer, ces réussites. Hein. Vraiment, hein. On sait que le jour J, c'est le plus important, mais notez vos réussites comme autant de points positifs. D'abord parce que ça fait du bien au mental, et puis mm, après parce que ça permet aussi de prendre confiance en soi, d'oser, de tester aussi sur des copies ce qui va moins bien, et de faire toujours un feedback, quoi. Un mm. retour réflexif sur les copies, peut-être pas à chaud, et de lire les autres. Si vous avez des collègues aussi agrégatives qui passent, qui ont le même sujet que vous, qui n'ont pas eu la même note, ou se lire, se relire. Mm, On faisait exactement. beaucoup ça. Ok, ben merci beaucoup pour ton temps, ton enthousiasme. Est-ce que tu as un petit mot de la fin peut-être ou on s'arrête là? Alors, tu me connais, j'aime bien les PS et les petits mantras. Et les ajouts. Moi, j'ai un petit mantra aussi. Alors, vas-y. Ne limitez pas vos défis. Défiez vos limites. Ok, ok, je prends. Ne limitez pas vos défis, défiez vos limites. Ben oui, Est-ce que... défiez-vous. Qu'est-ce que est-ce- vous avez à perdre, sincèrement? C'est vrai. Alors ça, c'est ton mot de Et la fin. oui, c'est mon mot de la fin. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je serai toujours dans une dynamique positive et voilà. Et à tous les agrégatifs, je leur souhaite le meilleur. Et peut-être, et j'espère que cette vidéo pourra leur servir, mais toujours le positif reprendra le dessus. Il le faut. Et fort, ça. Voilà, ça c'est mon mot de la C'est ça. fin. C'est ça le slogan. Merci beaucoup, Steph. Bonnes Merci vacances à à toi. toi. Ciao, Au ciao. revoir.